sommes toujours avec vous dans cette matinée week-end qui se poursuit pour parler d'un sujet un petit peu fâcheux, les conflits. La vie qui nous réserve de temps à autre quelques conflits. On aimerait bien sûr être épargné, mais les conflits sont souvent inévitables. L'idéal serait bien sûr de pouvoir éviter toute forme de dispute et de désaccord avec les autres. Facile à dire qu'à faire, les conflits surviennent à n'importe quel moment. Et donc, comment gérer un conflit? C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui avec coach Fadwa Qabsi. Vous êtes coach personnel et professionnel. Vous êtes également conférencière et experte en communication. Bonjour Madame Fadwa, merci beaucoup d'être avec nous sur Média. Bonjour, merci à vous de votre invitation. Merci beaucoup. Alors, on va parler ce matin du conflit. J'espère que personne n'a de conflit. Tout d'abord, c'est quoi un conflit? Alors, le conflit signifie un heurt ou une lutte ou une attaque entre deux ou plusieurs personnes ou des organisations ou des puissances qui se disputent un pouvoir. À l'origine, le conflit s'applique à une situation de combat armé. Mais dans le conflit interpersonnel qui est notre sujet aujourd'hui, il s'agit d'une opposition entre des personnes en désaccord. L'une souhaitant imposer ses positions à l'encontre des attentes, des valeurs ou des intérêts de l'autre. Il existe donc un affrontement de deux volontés individuelles dans le but de défendre un droit ou un intérêt. Mhm. Alors, bien sûr, le conflit c'est un problème qu'on peut tous et toutes vivre, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie personnelle. Est-ce qu'il y a des types de conflits? Est-ce qu'on peut parler d'autres types de conflits? Oui, bien sûr. Et je vous remercie d'avoir posé cette question parce que connaître les types de conflits aide à les désamorcer. Alors, il y a tout d'abord un conflit de type intrapersonnel. C'est le petit oublié, en fait, de la série des conflits, parce que c'est un conflit interne. C'est un conflit d'une personne avec personne d'autre, si ce n'est elle-même. C'est-à-dire, je vais donner des exemples pour mieux m'expliquer. C'est l'exemple d'une personne qui exerce un métier qu'elle n'aime pas, ou l'exemple d'une personne émotive et qui vit mal le fait d'être émotive. Alors, voilà, ça c'est le conflit interne nommé le conflit intrapersonnel. Il y a aussi les conflits interpersonnels entre plusieurs personnes ou entre des groupes, et là-dedans, il y a plusieurs sous-types. Il y a le conflit de valeurs, par exemple. Celui-ci, il porte sur une idéologie ou un choix de vivre. Par exemple, je suis végane par respect pour les animaux, je ne me marierai jamais avec un boucher ou un propriétaire d'abattoir. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est le conflit de valeurs. Après, il y a le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est quand les intérêts de chaque partie sont divergents. Je vais donner un exemple de la vie privée. Un conjoint, par exemple, qui a une opportunité professionnelle dans une ville ou un pays autre que celui où il habite. Et l'autre partenaire qui n'a pas envie de changer de ville ou de pays pour suivre le conjoint, soit parce qu'il est stable et heureux dans son travail, soit parce qu'il a une aide familiale, par exemple par rapport aux enfants dans la ville où il se trouve aujourd'hui, etc. Là, il y a un conflit d'intérêts. Un autre exemple de conflit d'intérêts, par exemple dans le cadre professionnel, c'est un conflit qui peut se trouver entre deux départements dont les intérêts sont divergents. Par exemple, le département financier qui souhaite faire des économies de budget et puis un autre département qui, par essence, il a besoin de budget à dépenser pour servir les intérêts de l'organisation, par exemple les départements marketing et communication. Là, il y a un conflit d'intérêts entre les deux départements ou les deux directions. Et puis, il y a le conflit d'idées. Le conflit d'idées, c'est le plus communément connu. C'est quand il y a un désaccord d'opinion ou de point de vue sur un sujet particulier ou que chaque partie est convaincue qu'elle détient la vérité et que c'est elle qui a raison. Alors, coach Fadwa Qabsi, quelles sont les sources du conflit et pourquoi il y a certaines personnes qui cherchent des fois le conflit alors que d'autres personnes évitent les conflits? Alors, les sources de conflit, il y a des raisons ou des sources qui sont apparentes, comme qui sont liées à la typologie de conflit, par exemple la divergence d'idées, de valeurs, d'intérêts, etc. Et puis il y a des déclencheurs psychologiques qui, eux, sont latents et inconscients. Il y en a trois. Le premier est la frustration. Dans la frustration, il y a une impression d'injustice. C'est une impression d'être privé de quelque chose qu'on aurait dû ou aimé avoir. Et elle s'exprime du coup par une attitude de protestation, parfois qui est agressive et qui peut donc déclencher un conflit. La seconde source de conflit est la peur.
La peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur des résultats d'un examen, la peur de l'échec, du regard de l'autre, etc. La peur est une émotion qui nous est tous difficile à gérer, et du coup, cette peur ou ces angoisses qui l'accompagnent sont exprimées par l'agressivité qui peut, encore une fois, déclencher un conflit. Et enfin, le troisième déclencheur ou la troisième source de conflit est la non-reconnaissance. Une personne qui ne se sent pas reconnue ou qui se sent ignorée pourrait avoir un comportement agressif ou colérique dont le seul objectif est d'attirer l'attention et pas de rentrer en conflit. Donc, ceci étant dit, j'invite maintenant les auditeurs qui sont à l'écoute de passer un petit peu en revue des conflits qu'ils ont vécus, des conflits récents ou lointains, des conflits par rapport auxquels ils ont maintenant un peu de distance et un peu de recul, et d'identifier le déclencheur latent. Cet exercice, si on le fait régulièrement, il aide à mieux adapter son attitude dans des situations conflictuelles et par conséquent de mieux anticiper ou gérer le conflit. Par exemple, la femme qui se met en colère quand elle rentre du travail parce qu'elle a trouvé un bazar pas possible dans sa maison, le déclencheur latent, c'est la frustration, parce qu'elle s'attendait à ce que peut-être le mari ou les enfants rangent un petit peu la maison avant qu'elle n'arrive. Le conjoint qui s'oppose à suivre son partenaire, au-delà de la raison apparente, qui est le changement, il y a la raison latente, qui est la peur de l'inconnu. Et puis le salarié, par exemple, aigri qui se dispute avec tout le monde dans l'entreprise, il peut peut-être souffrir d'un problème de manque de reconnaissance. Il peut peut-être estimer que son salaire ne correspond pas à ses compétences ou à ses résultats. Vous voyez, il y a toujours l'une de ces trois raisons qui est latente et qui se cache derrière tout conflit. Alors la question clé, comment gérer un conflit et est-ce qu'une personne qui s'impose cherche le conflit? Quelqu'un qui dit non ou peut-être il y a des façons de le faire surtout. Tout à fait. Alors, si on parle de ce sujet aujourd'hui, c'est justement bien pour donner des méthodes pour gérer le conflit. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous n'aiment pas le conflit et beaucoup le fuient d'ailleurs. Même si ce n'est pas une bonne solution, la fuite de conflit fait penser que on va éviter le conflit, mais finalement, il revient comme un boomerang. Pourquoi on a peur du conflit ou on n'aime pas le conflit? Parce qu'on croit où on pense que c'est une mauvaise chose et que ça amène forcément à une crise ou à de la colère ou à des insultes, etc. Or, nous avons tous des intérêts à défendre des valeurs, des sentiments, des désirs différents qui font que le conflit est inévitable. Vous l'avez bien dit en introduction de ce sujet, ils font partie intégrante dans notre vie, dans nos relations. Je dirais même que le conflit est un peu normal. Parce que vivre ensemble et communiquer n'est pas facile tous les jours. Et pourquoi je parle de ça? Parce que vous avez cité l'exemple de dire non. C'est une façon de communiquer. Donc, il est primordial de savoir gérer le conflit et pour cela, la première clé est justement d'accepter que le conflit soit quelque chose d'inéluctable, soit inhérent à toute relation. Et que ce qui est destructeur et source de souffrance pour nous tous n'est pas le conflit en lui-même, mais c'est la façon dont on le traite. Ça, c'est une première clé. La deuxième clé, c'est d'accepter que l'autre soit différent de soi, forcément. Et que, quelles que soient nos différences, nos relations humaines, qu'elles soient familiales ou amicales ou professionnelles, doivent être basées sur un principe inconditionnel, celui du respect mutuel. On va me dire, oui, mais moi je respecte, mais l'autre ne respecte pas. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je sais, parce que c'est les retours que j'ai ou les feedbacks que je peux avoir quand je fais des formations sur la gestion du conflit ou quand on est même dans une séance de coaching. On dit, mais moi je respecte, mais l'autre ne me respecte pas et ne respecte pas mes attentes. Croyez-moi que quand on fait un travail sur soi et quand on sait imposer le respect à soi, d'abord, on saura l'imposer à l'autre parce que la plus grande bataille est celle contre soi et pas contre l'autre. Et j'ai plusieurs exemples pour illustrer ça, mais bon, on va pas s'éterniser sur ça, mais quand on s'impose le respect à soi, on sait l'imposer à l'autre, c'est inéluctable. Ensuite, je vais donner peut-être une méthode un peu plus pratique de gestion de conflit, qui est issue des principes de la communication non violente, la CNV, et cette méthode est composée de 4 étapes. La première étape consiste en décrire la situation ou la crise de façon factuelle et objective, c'est-à-dire sans jugement. Je donne un exemple. On peut commencer en disant « lorsque je vois ou j'entends ou je me rappelle », parce que parfois on parle d'une situation déjà passée,
du jour où tu as fait ceci ou du jour où, voilà. Je continuerai après pour la deuxième étape. On peut aussi commencer par je constate ou j'observe que, par exemple, dans une situation de vie de couple, je constate que tu passes beaucoup de ton temps libre sur ton téléphone et tu ne passes pas beaucoup de temps avec moi et avec les enfants, par exemple. Ça, c'est je décris la situation sans porter aucun jugement sur le fait que le conjoint passe beaucoup de temps sur son téléphone. Je décris juste un fait de façon En fait, on factuelle. ne commence pas Donc, par attaquer la personne et lui dire vous faites, vous êtes tout le temps sur le. pas du tout. Mhm. D'ailleurs, la clé, c'est de commencer par je. On parle toujours de soi et jamais de l'autre. Jamais. Parce que dans une situation de conflit, il y a toujours une personne qui se sent lésée, il y a toujours une personne qui va entamer la conversation ou la communication. Donc, cette personne qui va entamer la conversation va parler d'elle-même, de ce qu'elle ressent, va décrire ce qu'elle voit, ce qu'elle constate, la situation qui lui pose problème. Ensuite, justement, elle va exprimer ses ressentis. Par exemple, ou ses émotions, ou même ses appréhensions. Par exemple, dans ce cadre dans le cadre de cet exemple, je constate que tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone. Elle va exprimer son ressenti par rapport à cette situation. Je me sens agacée, frustrée, triste. C'est-à-dire que là, on désengage la personne de la responsabilité de nos sentiments. On décrit nos sentiments à nous. Je me sens frustré ou agacé ou triste ou en colère, etc., etc. C'est pareil pour une situation professionnelle d'ailleurs. Par exemple, un collaborateur qui n'a pas rendu un travail à temps, on peut commencer par décrire la situation en disant « Je constate que le travail que je t'ai demandé pour telle date n'a pas été fourni comme promis ou comme convenu » et puis j'exprime mon appréhension ou mon ressenti. Je crains que le client ne soit pas content de ce retard, par exemple. Ou je crains que nous perdions cet appel d'offres, par exemple. Donc, ça, c'est la deuxième étape. J'exprime mes ressentis et mes appréhensions. Et la troisième étape, c'est j'exprime mon besoin ou ma demande en étant clair et précis. C'est-à-dire, je vais proposer une solution. Il ne suffit pas de venir juste, on va dire, évacuer ou vider son sac en disant « je me sens ceci ou cela ». Il faut venir à bout de ce conflit, de cette situation un peu nouée. Il va falloir la dénouer. Donc, pour la dénouer, il va falloir venir avec des propositions de solutions. Par exemple, dans le cadre du premier exemple du téléphone, je te propose qu'on passe 2 heures par semaine ensemble. Par exemple, on fait une sortie, on va regarder un film, on fait un jeu avec les enfants à la maison, etc., sans nos téléphones. Voilà. Dans le cadre du deuxième exemple professionnel, on peut demander à la personne qui n'a pas rempli sa tâche, qu'est-ce que tu proposes comme solution? Parce que moi, je suis un petit peu victime de ton retard. Le client aussi va être peut-être victime de ton retard. Du coup, je ne détiens pas la solution. Qu'est-ce que tu proposes comme solution? Et cette question, elle peut être une base ou une introduction pour dénouer un conflit ou une situation qui est latente. C'est-à-dire que le collaborateur peut très bien dire je me sens incapable de finir tout ce projet tout seul à temps, je propose de répartir la tâche avec d'autres collègues, par exemple. Ça peut être une occasion de tirer la sonnette d'alarme comme quoi j'ai une surcharge de travail. Par exemple, dans le cadre de l'exemple dans la vie privée, ça peut être, par exemple, l'occasion de prévoir un rendez-vous hebdomadaire ou mensuel entre couples ou entre familles, par exemple, au lieu de juste regarder, constater, être frustré et du coup laisser dépérir la situation. Vous voyez? Ça, c'était la troisième étape, c'est de venir avec une proposition de solution ou une question sur la solution. Et dernière étape, qui est très importante, c'est de conclure positivement en mettant en avant les solutions trouvées ou proposées et leurs bénéfices. Ainsi, nous allons pouvoir passer du temps ensemble et toi aussi, tu vas pouvoir passer ton temps libre comme tu veux, soit sur ton téléphone, soit avec tes amis, etc. Alors, le fait de demander aux collaborateurs une solution, ainsi, nous allons pouvoir rattraper le coup. Ou s'il y a un problème, on va pouvoir l'éviter la prochaine fois. Vous voyez? Donc, il faut toujours conclure positivement. Pourquoi? Parce que on montre comme ça à l'autre partie qu'on n'est pas là pour attaquer, on n'est pas là juste pour pointer du doigt un problème, mais on est là pour trouver une solution qui va être gagnante pour toutes les parties. Ce qu'on appelle l'art de vivre aussi, puisque des fois, dans certaines entreprises ou des grands groupes, ils font des formations pour faire apprendre aux salariés, aux employés comment gérer un conflit.
Ne pas le Tout faire à fait, tout à n'importe fait. comment. Tout à fait. C'est des formations qu'on fait soit sur une journée, soit sur 2 jours en entreprise, que j'ai beaucoup de plaisir d'ailleurs moi-même à animer, parce que les résultats qu'on observe après et comment ces techniques en fait et la compréhension en fait de la gestion de conflits, elle améliore les relations dans l'entreprise et du coup la personne, les collaborateurs viennent avec plaisir et envie à l'entreprise, elles ne viennent pas avec le nœud dans le ventre. Cette méthode, de toute façon, elle transforme la dynamique relationnelle parce qu'on passe d'une énergie négative à une énergie positive. On passe je suis en quête de pouvoir ou je veux avoir le dernier mot à une relation de gagnant-gagnant basée sur le respect du désir et des attentes de chacun. Et du coup, la relation est améliorée car elle est basée sur un dialogue constructif et respectueux, au lieu d'avoir des cris, des injures, des comportements qui peuvent être destructeurs et douloureux d'ailleurs à long terme. Pour ce qui est du couple, en fait, est-ce que ces 4 points clés, plutôt ces 4 clés, pour gérer le conflit sont valables aussi dans un couple? Bien sûr. Alors, tous les couples connaissent à un moment ou à un autre des disputes, des crises, etc. Et les couples heureux ne sont pas ceux qui n'ont aucun problème, mais plutôt ceux qui savent gérer les problèmes et les surmonter. Donc, le couple est une relation encore plus étroite que n'importe quelle autre relation humaine, parce que on est deux personnes différentes, on vient avec un passé, des croyances, des habitudes, etc. Et on vit sous le même toit 24 heures sur 24 heures. Donc, il y a matière à avoir du conflit. Donc, tous les éléments qu'on vient de dire sont valables dans le couple, à savoir comprendre que l'autre est différent, respecter sa différence et baser la relation sur le respect mutuel. Et puis, cette technique de communication non violente à appliquer à chaque fois qu'il y a un conflit. Alors, forcément, pour appliquer cette méthode, il faut avoir retrouvé son calme. Si on est en colère, on ne peut pas avoir la présence d'esprit pour penser aux mots positifs, pour penser aux mots constructifs, etc. Donc, cela implique que déjà, quand il y a un conflit dans le couple, on évite de parler sous la colère, vous voyez, car psychologiquement, on dit toujours que l'émotion et le comportement dépassent la pensée. Et dans le cas d'une crise de couple, on risque de dire ou de faire des choses qui seront peut-être regrettables et parfois irrattrapables par la suite. Et puis, dans le cadre d'un couple, on bannit aussi les cris, les insultes et les menaces. Je veux divorcer, je vais aller chez mes parents, je ne vais pas te donner l'argent du mois, etc., etc. Donc voilà, on évite tout ça, on évite aussi de laisser dépérir la situation ou de laisser accumuler les problèmes. Et puis on ne se replie pas dans le silence non plus, parce qu'on vit sous le même toit et c'est destructeur pour tout le monde. On laisse un petit peu ces émotions descendre, s'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, etc., pour entamer une conversation calme, non violente, moyennant cette méthode avec les 4 étapes qu'on vient d'expliquer. Alors, dernière question, coach Fadwa Kabsi. Si malgré tous nos efforts, tous les conseils que vous nous avez donnés, on est face à quelqu'un qui cherche toujours le conflit, donc quelqu'un d'agressif, si on peut dire, dans ce cas, est-ce qu'il faut fuir le conflit et est-ce qu'il faut éviter cette personne? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous différents et cela implique justement une chose très importante, c'est de ne jamais essayer de changer l'autre. C'est-à-dire que si on a en face de nous une personne qui cherche le conflit et on voit que cette personne elle est toujours en train d'agresser, le fait de comprendre justement les déclencheurs de conflit, ça va nous aider à adapter notre attitude. Si cette personne est non reconnue ou elle est frustrée ou elle a peur de quelque chose, on peut justement jouer sur cette connaissance pour savoir comment lui parler. Alors attention, il ne faut jamais dire à une personne qui est agressive, voyons, toi tu as bien l'air d'être frustré ou d'avoir peur de quelque chose ou d'être angoissé. Voilà. Parce que ça se trouve, ça va déclencher d'autres conflits, en fait. Bien sûr, et puis ça va vraiment beaucoup blesser la personne. Donc nous, on est dans une situation où on assume notre responsabilité, où on cherche la solution, on ne cherche pas à aggraver le problème. Dans ces cas-là, on utilise ce conseil pour adapter notre attitude, notre comportement à cette personne-là. Et surtout, quand une personne n'arrive pas à s'arrêter, on peut lui dire, écoute, en appliquant la méthode DESC qu'on vient de décrire, je constate que tu es très en colère, je te propose, ça fait que je ne sais pas te parler alors que tu es dans cet état de colère, donc je te propose de reporter la conversation à un moment où tu auras retrouvé ton calme. Point.
Parce que Ainsi, c'est... nous pourrons parler plus utilement, Mhm, plus efficacement. Voilà. Le souci, c'est que cette personne, elle ne connaît que cette façon de communiquer mhm, si elle a été éduquée dans ça. Ça veut dire que chacun a des raisons pour être en colère, pour être agressif, etc. Ça veut dire aussi que si on veut avoir un meilleur vivre ensemble, il va falloir développer une qualité, pas des moindres, qui est l'empathie. Avoir de l'empathie, ça n'excuse pas qu'on soit agressé. Ça ne donne pas, on va dire, le droit à quelqu'un de nous agresser, mais au moins, nous, on a cette empathie qui nous permet de ne pas nous sentir agressés intérieurement, de ne pas prendre cette insulte ou cette colère contre soi, mhm. mais on sait que cette insulte ou cette agressivité, elle vient d'une source latente de cette personne, elle lui appartient. Ça d'un côté. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas toujours des anges et l'autre sont toujours des démons. Il faut aussi s'accepter avec ses défauts et il faut accepter de se remettre en cause, car il est probable qu'on soit nous-mêmes en tort et pas les autres. Et Mhm. donc cela nécessite un travail aussi sur l'image de soi, sur l'assurance, sur la confiance en soi. Voilà, ça d'un côté. Et puis il y a deux autres éléments aussi importants à apprendre et à travailler chez soi pour éviter ou pour anticiper les conflits et savoir les gérer si jamais ils arrivent. C'est d'apprendre à communiquer clairement et avec précision quand on fait des demandes. Par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, la femme qui rentre en colère parce que sa maison est en bazar, rien ne l'empêche juste d'essayer de retrouver son calme et ensuite demander à son mari et à ses enfants de ranger le bazar. Merci beaucoup, Avec grand coach plaisir. Fedwa Kapsi, pour toutes ces précisions. Je rappelle, vous êtes coach personnel et professionnel. Vous êtes également conférencière et experte en communication. Mille merci à vous et à la prochaine. Avec grand plaisir. À très bientôt.